pas imaginé, il y a quelques années, de parler dans l'enceinte de l'école militaire. Mais il faut de tout pour faire un monde. Alors vous avez été quand même très gentil, parce que vous avez quand même, vous n'avez pas souligné que j'ai été expulsé de France en 68. C'est pas simplement que je suis parti comme ça me balader en Allemagne pour voir. Non, j'ai été expulsé de France et j'ai été donc interdit de séjour en France pendant 10 ans. Voilà, rien que pour rectifier un peu ou approfondir la chose. Le sujet, c'est l'Europe, l'Europe que nous voulons. Nous vivons une époque où pas mal de gens, de pays, remettent en question l'Europe, ou remettent en question certaines valeurs de l'Union européenne. Moi, je voudrais d'abord, pour que vous compreniez après tout mon discours ou mon intervention, mes idées, je voudrais vous expliquer pourquoi l'Europe, c'est tellement important pour moi. Et je commence par une histoire. Alors, ceux qui m'ont déjà entendu vont dire non, il ne va pas recommencer comme ça. Oui, mais je crois que c'est quand même la meilleure explication. Moi, je suis né en 1945. J'ai été conçu par mes parents, qui étaient donc réfugiés et cachés à Montauban et dans les environs de Montauban, à Moissac. Mes parents avaient une maison pour jeunes gens juifs, des adolescents juifs, et qu'ils ont dû cacher donc à partir du moment où, dans ce qu'on appelait la France dite libre, eh bien les ratonnades se faisaient de plus en plus intenses, et donc les enfants, dont mon frère qui est né en 1936, étaient cachés chez des paysans en France, et mes parents ont passé aussi quelque temps cachés dans la forêt avant. Et donc, quand ils ont appris le débarquement, ils se sont dit, voilà, une nouvelle époque, une nouvelle vie va pouvoir commencer. Et ils ont conçu un enfant. Alors, vous êtes tous adultes, je vois ici, vous savez comment ça fonctionne. Et ça dure 9 mois. Et donc, 9 mois après la première possibilité biologique, après le débarquement, je suis né, et donc, en 1945. Imaginez, j'arrive donc dans une maternité de Montauban. Au moment où j'arrive, je commence à parler. Et je dis à mes parents, donc mes parents qui ont quitté l'Allemagne en 1933, non pas d'abord parce qu'ils étaient juifs, ça venait après, c'était parce qu'ils étaient... Mon père était un avocat qui défendait des gens de gauche, il faisait partie des avocats qui défendaient le Secours Rouge, des libéraux, des gens de gauche, des sociodémocrates, des communistes. Et après l'incendie du Reichstag, on lui a dit qu'il fallait mieux qu'il quitte l'Allemagne, sinon il allait être arrêté. Donc il est venu en France en 1933 avec ma mère. Et je leur dis donc en 1945, le 4 avril 1945, je vais vous dire quelque chose. Dans 50 ans, il n'y aura plus de frontières entre la France et l'Allemagne. Il n'y aura plus de soldats. Il n'y aura plus de contrôle politique. Il n'y aura plus de contrôle. Il n'y aura pas, mais pas seulement entre la France et l'Allemagne, avec la Belgique, le Benelux, l'Italie et tout ça. Et mes parents auraient eu la réaction suivante. On a un problème. Il dit n'importe quoi et il parle trop tôt. Donc, pour moi, l'Europe telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est un progrès civilisationnel incroyable et inimaginable. Alors, quand on me dit, oui, mais vous allez voir que mes utopies européennes vont très loin, on me dit toujours, ce n'est pas possible. Je dis, écoutez, en 1945, rien n'était possible. Quand l'Europe a commencé, quand on a commencé cette construction européenne, ça a toujours été impossible. Donc, impossible n'est pas européen. C'est pas dire qu'on ne peut pas aujourd'hui, quand on parle, ça ne veut pas dire que on peut tout réussir et que tout va réussir. Je dis simplement l'argument de l'impossibilité, quand on voit d'où on vient, je parle de 1945, eh bien, je dis que ça ne rime à rien. Donc, à partir de là,
je sais qu'on nous dit souvent, oui, mais la paix, ça ne peut plus être une définition de l'Europe, puisque c'est évident, la paix est une évidence. Mais pourquoi la paix est une évidence? Parce qu'on a l'Europe. En fait, il faut dire on a gagné. Si les gens vous disent aujourd'hui, mais on ne risque plus la guerre, oui, on ne risque plus la guerre parce qu'on a l'Europe. Donc si demain, il y a un retour des nationalismes, il y a un retour vers une augmentation, une plus grande dureté de la souveraineté nationale, du nationalisme, eh bien, le risque de guerre peut réapparaître. C'est justement la construction européenne qui nous permet justement d'exclure, et c'est ce que j'appelle le progrès civilisationnel, d'exclure la guerre d'un espace quand même qui s'appelle l'Europe, qui a été quand même un des plus guerriers de la planète. Car on parle aujourd'hui des valeurs de la construction européenne. Après, les valeurs de la construction européenne, c'est quoi? C'est l'antitotalitarisme, donc le refus du totalitarisme nazi, le refus du stalinisme, la décolonisation, le refus de colonies, et donc des valeurs d'un espace démocratique où ces totalitarismes-là sont exclus. À partir de là, il y a une autre idée de la construction européenne qui, pour moi, est fondamentale. Cette idée, si vous voulez, on peut se demander, puisqu'on commémore 100 ans de la Première Guerre mondiale, mais pourquoi cette idée de construction européenne, même si le président de la République dit on a commencé en 18, oui, on a commencé en 18, mais on a tout loupé en 18. Hein, je veux dire, donc pourquoi on n'a pas réussi cette construction européenne après la guerre 70-71? Pourquoi on n'a pas réussi après 18? Pourquoi on a eu un traité de Versailles qui s'est avéré une bêtise politique incroyable? Si tout cela, on se pose la question pour une simple raison, c'est que ce n'est qu'après 1945 et après la défaite de l'Allemagne totale et après la défaite, les décolonisations, c'est-à-dire la décolonisation de la France en France et la décolonisation en Angleterre, qu'il n'y avait plus en Europe d'États souverains pouvant postuler à une hégémonie en Europe. C'est fondamental, l'idée de l'Europe, mais il y a plusieurs... Napoléon avait une idée de l'Europe sous domination française. Staline avait une idée de l'Europe sous domination de l'Union soviétique. Hitler avait une idée de l'Europe sous domination de l'Allemagne nazie. Mais ce n'est qu'après la défaite de l'Allemagne, les décolonisations, que les grands États à fonction ou à valeur ou à volonté hégémonique, eh bien, avaient perdu. Et c'est à partir de là qu'ont pu se reposer ceux qui ont commencé l'idée de mettre l'Europe ensemble en disant aujourd'hui, dans la construction européenne dont nous avons besoin, il y a une condition sine qua non, aucun État ne peut et ne doit être hégémonique. Et deuxièmement, ceux qui construisent, qui font partie de ce que va être l'Europe, eh bien que ce soit des grands États ou des petits États, ils ont la même valeur. C'est fondamental, la non-hégémonie. Et vous allez voir que dans l'histoire après européenne et dans l'histoire qui va suivre, ça a été quelque chose qui n'a pas toujours été facile à organiser. Donc à partir de là, vous avez eu la première idée qui avait été « faisons une Europe de la défense ». Et vous avez 54. Et en 54, ce qui est intéressant, c'est que les Allemands veulent une Europe de la défense. Et pourquoi elle a été refusée par la France? Pierre Mendès France, la gauche française au pouvoir. Pourquoi ils ont refusé dans un vote à l'Assemblée nationale?
Parce qu'en France, en 1954, l'idée fondamentale qui persiste, et ça sera une idée, on peut dire, qui jusqu'à aujourd'hui, pas seulement en France, reste un des problèmes, c'est que la défense fait partie intégrante de la souveraineté nationale et que se poser la question d'une Europe de la défense, c'est remettre en question, c'est l'argument de Pierre Mendès France et des autres, la souveraineté nationale. Donc, après ce vote, on a essayé de détourner et de trouver une intelligence. On va faire une Europe de coopération économique et par la coopération économique, on arrivera petit à petit à surmonter les divergences, ce qui a donné, je ne vais pas vous faire toute l'histoire des accords de l'acier et du charbon jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui à ce que nous avons qui a été une longue évolution. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que le problème de la souveraineté est au centre du questionnement de toutes les évolutions européennes. Parce que c'est vrai que les siècles passés, l'émancipation des peuples et leur sécurisation dépendaient de la souveraineté, de leur souveraineté nationale et de leur capacité de défendre cette souveraineté nationale et de pouvoir la faire évoluer. Toute conception démocratique était liée à la capacité nationale de comprendre des évolutions nécessaires. Donc, nous avons très vite compris, et ont compris avec le traité de Rome en 1957, que petit à petit, donc, ces États, en coopérant, eh bien, ils se rapprochent de la question de souveraineté. Ce que nous devons comprendre, et je saute parce que sinon ça serait trop long et vous ne pourrez pas poser de questions, ce que l'on a vu dans l'évolution de l'Europe, c'est visiblement la coopération économique, la coopération agricole, le marché commun, l'évolution, tout ça, il y avait un bénéfice pour les peuples. Mais petit à petit, les choses devenaient difficiles. Et il y a eu les crises financières, économiques, je ne sais pas, les plus jeunes d'entre vous doivent se rappeler du serpent monétaire, doivent se rappeler des accords d'Helmut Schmidt et de Valéry Giscard d'Estaing. C'était deux chefs d'État très intéressants parce qu'ils se considéraient tous les deux comme les plus intelligents du monde. Donc c'est pour ça qu'ils s'entendaient bien, parce que entre nous deux, maintenant, on sait comment les choses se font. Hein. Et donc, dans cette crise économique, ils se sont dit, on a un véritable problème. Avec l'évolution du marché commun, donc d'une économie commune, on doit se poser la question d'une monnaie commune. D'autant plus qu'à la fin du serpent monétaire, le franc était sauvé, et ça s'est revenu après en 1983 en France, par la Bundesbank. C'est la Bundesbank qui, par ses investissements, a sauvé le franc. Et donc, à la fin du serpent monétaire, l'idée était, est-ce qu'on peut faire une monnaie commune? Et là, Giscard et Schmitt ont demandé à un fonctionnaire européen luxembourgeois, Werner, de faire un plan pour une monnaie commune. Et le résultat était, théoriquement c'est possible, mais le fonctionnement de nos économies et notre conception d'une finance sont tellement différentes que c'est politiquement infaisable. C'était les conclusions du plan Werner. Beaucoup plus tard, donc une dizaine d'années après, François Mitterrand et Helmut Kohl reprennent l'idée d'une monnaie commune. Ils reprennent l'idée, ils commencent à discuter, le ministre des Affaires étrangères, Genscher, relance l'idée, il y a des mémorandums qui sont écrits, et là c'est intéressant. Il y a deux forces qui s'opposent à cette idée de la monnaie commune, qui rapprochent en fait la France et l'Allemagne. Parce que la question européenne est
totalement lié à la capacité de la France et de l'Allemagne de prendre des initiatives ensemble. Sans un accord franco-allemand ou allemand-français, comme vous voulez, il n'y a pas d'avancée en Europe. C'est un des problèmes que nous avons aujourd'hui, nous allons y arriver à la fin. Là, il faut se rappeler toute cette histoire du rapprochement franco-allemand. Je fais une petite ellipse. Et De Gaulle et Adenauer. De Gaulle et Adenauer, et le geste magnifique du général de Gaulle allant à Bonn et parlant à Place du Marché et appelant ce rapprochement franco-allemand à cette fraternisation franco-allemande, eh bien, Adenauer et de Gaulle, après, avec le premier traité de l'Élysée, avec, et ça c'est ça qui est fascinant si vous regardez, deux idées complètement différentes. Pour Adenauer, qui dès les années 50, il était évident qu'il voulait ancrer l'Allemagne dans le monde démocratique occidental. Et donc pour lui, l'accord de rallier les États-Unis, de rentrer dans l'OTAN, faisait partie justement de son idée. L'Allemagne aujourd'hui fait partie des démocraties occidentales. Pour De Gaulle, qui voulait se rapprocher de l'Allemagne, et donc pour Adenauer, c'était absolument logique que si on regarde vers l'ouest, ceux qui sont les plus proches à l'ouest, c'est la France, qu'il fallait évidemment se mettre en accord avec la France dans la perspective de l'intégration à l'ouest. Pour De Gaulle, il voulait s'allier aux Allemands pour faire un contrepoids aux États-Unis et à la Russie, à l'Union soviétique. Et donc, si vous regardez dans le premier traité de l'Élysée, parce que ça a failli rater, on ne parle pas de l'OTAN. Parce que l'Allemagne et la France ont une vision radicalement différente de ce que c'est que la défense et du positionnement de la souveraineté nationale dans quel type d'alliance. Quand vous reprenez des années après le débat sur la monnaie unique, eh bien vous avez deux pôles de résistance. Vous avez la Bundesbank et le ministre des Finances allemand qui sont réticents en disant on ne peut pas faire une monnaie commune avec la France parce qu'une monnaie pour nous nécessite une rigueur économico-financière que la France ne pourra pas accepter ou ne voudra pas accepter. Et deuxièmement, nécessite une indépendance totale de la Banque centrale qui devra être construite, Banque centrale européenne. Pourquoi ? Parce qu'une des leçons pour les Allemands du drame nazi, c'est que la politique a obligé la Banque centrale allemande dans les années 30 à financer l'armement par la planche à billets. Et donc, une indépendance doit être nécessaire entre la Banque centrale et le pouvoir politique. Ce qui n'existe pas en France, évidemment, dans les années 50. À partir de là, vous avez un ministre des Finances et de l'Économie en France, M. Bérégovoy, qui est aussi sceptique dans le processus de la monnaie unique. Pourquoi ? Parce qu'il dit « les Allemands vont nous imposer une rigueur financière que la France ne pourra pas suivre ». Donc vous avez ici une véritable, si vous voulez, un contenu. Qu'est-ce qu'est la souveraineté nationale? Donc la compréhension aussi d'une certaine politique économique et financière. Et Mitterrand et Kohl, eh bien on dit il faut surmonter cela. Alors il y a eu une petite hésitation d'Helmut Kohl avec la réunification allemande en disant ça va être difficile pour moi de dire aux Allemands vous allez vous réunifier, ça va être très cher et en plus vous allez perdre le Deutschmark. Parce qu'il faut savoir que pour les Allemands, le Deutschmark, c'était l'expression de leur nouvelle identité non guerrière. Il y a deux événements qui définissent l'Allemagne d'après-guerre
et qui répond pour eux, dans leur imaginaire ou dans la mythologie nationale, qui donne une nouvelle définition de leur identité. La première, c'est 1954. Vous savez pas quoi? La victoire de l'Allemagne à la Coupe du Monde. Alors que l'équipe hongroise était la meilleure équipe, ils ne devaient jamais perdre cette finale, mais c'est l'Allemagne qui a gagné. Et pour l'Allemagne, cette victoire de la Coupe du Monde, c'est qu'on est de nouveau dans l'espace public mondial même, en tant qu'une force pacifique, une équipe de foot reconnue. Ça a été très important. Et vous revoyez ça dans l'imaginaire allemand. Et la deuxième chose, c'est la reconstruction en Allemagne, la capacité économique à avoir reconstruit, dont l'expression était la valeur du Deutschmark. Franchement, au moment où on a fait la monnaie, l'euro, pour les Allemands, sacrifier le Deutschmark, c'est sacrifier beaucoup. Pour les Français, sacrifier le franc qui ne valait absolument rien, ce n'était pas un grand sacrifice. Au contraire, on allait profiter en commun de la valeur de l'économie allemande, c'est comme ça qu'on pensait, et du Deutschmark. Donc, vous voyez que petit à petit, quand on dit rapprocher les souverainetés, ce sont des évolutions politiques, économiques et sociales très compliquées, qui se font lentement dans le temps. Mais ça se fait. Ça se fait avec les drames que nous connaissons, le référendum sur Maastricht, très difficile à faire passer en France. Bref, une réticence d'une partie de la population française à justement, en fait, partager de la souveraineté, ou même, ce qui existe encore aujourd'hui quand vous écoutez les arguments, de dire, en fait, on va dépendre, notre souveraineté, on va être inféodé à l'Allemagne. Si vous prenez toutes ces évolutions, vous voyez qu'en fait, on a aujourd'hui une Union européenne qui a eu une dernière étape, qui étaient les étapes de l'élargissement. Alors j'entends souvent des questions, vu les problèmes que nous avons aujourd'hui avec la Pologne, avec la Hongrie, avec la Tchéquie, est-ce que l'élargissement, c'était une bonne idée? Ou au contraire, on nous dit que c'était une fausse bonne idée. Poser le problème comme ça est ahistorique, même si je ne lis pas les difficultés aujourd'hui. Pourquoi? Si la Pologne, en 1957, n'avait pas été occupée par l'armée rouge, elle aurait signé le traité de Rome. La même chose pour la Hongrie. Je veux dire que ces pays, la Hongrie, première révolution 56, puis après les événements qui ont amené à la chute du mur, Solidarność en Pologne, ce qui s'est passé en Allemagne de l'Est, c'est-à-dire que ces peuples se sont émancipés du communisme et que pour eux, un avenir, une sécurisation de leur avenir, pour ces peuples en Europe, c'était d'accéder à devenir un État membre de l'Union européenne. Et ça, on ne peut pas leur reprocher. Parce que leur reprocher, ça aurait été dire, écoutez les amis, c'est très bien que vous soyez libres maintenant, mais alors pour ce qui concerne maintenant votre économie, vous devez attendre. Quand nous, ça ira mieux, quand nous, on aura le temps, on verra quand vous pourrez rentrer en Europe. Et donc, parce que c'était... Il faut savoir que la chute du mur était quelque chose d'invraisemblable. Imaginez que moi, je sois venu ici, non pas aujourd'hui, mais en janvier 89. Et je vous dis, écoutez, mesdames et messieurs, je vous annonce quelque chose. Dans 1 an, le mur de Berlin sera tombé. Dans 6 mois. On dit, à Cohn-Bendit, c'est toujours le même. Hein, il raconte n'importe quoi. Hein, c'est ça. Qui aurait pu imaginer? Alors je sais que Sarkozy, il s'est imaginé le jour quand le mur est tombé à Berlin. Bon, il était à Paris, mais ça arrive à tout le monde de se projeter dans l'histoire comme ça. Et ça fait du bien, hein, je veux dire. C'était vraisemblablement son hologramme qui était à Berlin
au moment où il était à Paris. Donc vous savez, l'histoire de l'hologramme, c'est important en France, hein. On l'a vu pendant la campagne électorale. Mais donc, je veux dire, à partir de que tout le monde était content que ce mur, que l'Union soviétique, que le totalitarisme soviétique explose, qu'il était évident d'accueillir ceux qui voulaient dans l'Union européenne. Est-ce qu'on l'a bien fait? Est-ce qu'il y a des erreurs? Sûrement qu'il faut le discuter. Sûrement qu'il y a eu des erreurs. Sûrement qu'il y a des choses qu'on n'a pas compris. Surtout qu'on n'a pas compris ces peuples qui, d'un côté, s'émancipent du totalitarisme, veulent la liberté et ont une conception très spéciale des fois de la liberté, ce qu'on retrouve aujourd'hui en Hongrie ou en Pologne ou en Tchéquie. Mais aujourd'hui, parce que je saute, parce que sinon on sera là encore demain matin. Aujourd'hui, on a une Union européenne divisée. On a une Union européenne qui a eu certains drames, par exemple, 2005 en France, le référendum sur le traité constitutionnel. Ce référendum sur le traité constitutionnel, pour moi, ça a été un des plus grands drames politiques de ma vie parce que ceux qui défendaient ce traité constitutionnel ont perdu. Ont perdu avec des arguments bizarres, mais parce que pour moi, et je reviendrai à la fin là-dessus, l'idée d'une constitution européenne est une idée non seulement pertinente, mais absolument nécessaire. Et vous savez que l'histoire des fois est folle, complètement folle. En fait, ce qui s'est passé, il y a eu une convention au Parlement européen avec des délégués nationaux, avec des députés nationaux, des représentants des gouvernements, qui avaient d'abord fait un traité, des lois, disons, des droits de l'homme, des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui a après été ratifié par les parlements. Puis il y a eu cette histoire de la Constitution européenne. Deuxième convention, président de cette convention, Valéry Giscard d'Estaing. Valéry Giscard d'Estaing et cette convention négocient 2 chapitres, 45 pages, qui définissent la démocratie européenne, pourquoi on est ensemble, comment ça peut fonctionner, et les institutions européennes. Point barre. Avec ces 45 pages, il prend l'avion, il va à Thessalonique, où il y a le Conseil européen. À Thessalonique, il présente ça au Conseil européen, et là, et vous allez voir l'ironie de l'histoire, les Anglais disent « Ah non, cette Europe politique, on n'en veut pas. Si vous voulez une constitution, vous devez mettre tous les traités qui ont été signés depuis le début dans cette constitution européenne. » Donc vous avez cette situation qu'on a donnée aux Français à voter sur 345 pages. Mais c'est de la folie. Qui a lu 345 pages? Donc vous aviez une campagne électorale où tout le monde pouvait dire tout et son contraire, complètement irrationnel, prenant une demi-phrase, prenant cela, par exemple, une concurrence non faussée. Mais alors là, toute la gauche s'est dit une concurrence non faussée, c'est pas possible, c'est la victoire du capitalisme. Ah oui, parce que vous voulez une concurrence faussée. Non mais, c'est comme ça que ça s'est passé, hein. Vous aviez des arguments, si on fait une constitution avec les Allemands, l'avortement sera interdit. L'autre disait, enfin on inventait n'importe quoi. Et ce qui est fou, c'est que les 2 premiers chapitres qui étaient clairs définissaient une démocratie, n'auraient posé aucun problème. Et que donc, 2005, pensez aujourd'hui, donc 2005, 15, 20 ans après, les Anglais se font la malle et ils nous laissent en fait le bébé tel qu'il est. C'est ça qui est complètement fou. C'est-à-dire que pour avoir l'unanimité au Conseil, on s'est plié à des revendications d'un pays qui, de toute façon, depuis le début, ne se sentait pas bien en Europe. Et à partir de là, c'est là, donc,
C'est ces événements qui sont les revers d'une histoire qui avance, qui recule, etc. On est aujourd'hui dans la situation où vous avez la dégradation climatique, vous avez la mondialisation. Se pose le problème, donc, de lutter contre la dégradation climatique, de la régulation de la mondialisation, et un problème, disons, de l'insécurité dans le monde. Dans une situation où vous avez des grandes puissances, enfin des hyperpuissances, la Chine, la Russie et les États-Unis qui se font la malle. C'est-à-dire d'un pays qui avait pris ses responsabilités en 16-17 pour venir combattre en France, pour revenir en 42-43, après 44, pour combattre en Orient et libérer l'Europe. Vous aviez les Russes qui avaient participé à la libération de l'Europe. Et aujourd'hui, vous avez donc ceux qui avaient garanti dans des moments historiques peut-être la liberté de l'Europe, qui aujourd'hui ne veulent plus, au contraire, se refusent à jouer ce rôle. Et donc se pose la question de la souveraineté européenne. Cette souveraineté européenne, elle ne peut être que politique, économique et financière, et sécuritaire. Et donc toute la discussion qu'il y a maintenant sur l'armée européenne. Alors moi, je sais que vous êtes tous ici dans cette maison des spécialistes de l'armée. Mais je vous demande, est-ce que vous savez combien il y a de citoyens européens en uniforme aujourd'hui? 2 millions. 2 millions. Capables de faire quoi? Pourquoi? Impossible de le dire. 2 millions. Les Américains, c'est 450 000 soldats, je crois. Les Russes, ça doit être à peu près la même chose. Donc on a la plus grande force de soldats pour la plus petite capacité d'intervention et de défense. À partir de là, quand on se pose la question de qu'est-ce que devrait être la défense européenne, une armée européenne, comme c'est discuté aujourd'hui, c'est très simple. C'est de dire, si nous voulons renforcer la souveraineté européenne, si nous voulons donc renforcer la protection de nos citoyens, eh bien, la démultiplication des armées nationales ne seront pas capables de réaliser ce que nous voulons faire. À partir de là, de dire, et moi je défends l'idée d'une armée européenne. Je trouve que l'argument d'Angela Merkel qu'elle a eu au Parlement européen la semaine dernière est assez judicieux. Elle dit, et si nous arrivons à l'armée européenne, eh bien, c'est l'aboutissement de la paix. Parce que si nous n'avons qu'une armée, qui fera la guerre? C'est tellement simple, c'est enfantin, hein, que vous pouvez demander à un môme de 14 ans, il vous dit, bah oui, c'est vrai, s'il n'y a qu'une armée. Et donc, je crois que dans la perspective de la souveraineté européenne, l'armée européenne est absolument une nécessité. Alors je sais qu'on me dit, mais comment on va y arriver? Je sais que c'est difficile. Et je vous reviens à Dany, 45, et de toute façon, rien n'est possible. Mais écoutez, il faut commencer pas par pas. Vous avez le budget de l'armée, allez, c'est 30 milliards environ ici, la même chose ou un peu plus en Allemagne. Vous dites, eh bien, tous les 2 ans, 3 ans, je ne sais pas, vous prenez une partie de ce budget national et vous le mettez dans le budget européen. Et vous dites, avec ce budget, cette partie du budget, vous commencez à construire cette armée européenne, vous commencez à construire les armements de cet armement ou d'acheter, etc. C'est-à-dire que petit à petit, vous basculez le budget national, mais ça va durer 20 ans, ça m'est égal, mais vous basculez le budget national et les capacités nationales vers des capacités européennes. Et là, les propositions qui ont été faites, d'abord une université des armées européennes pour avoir une culture de l'armée, disons, unique ou semblable,
Deuxièmement, vous avez aujourd'hui déjà des bataillons, vous avez un bataillon franco-allemand, vous avez déjà des réalités. Et d'ailleurs, moi, je me rappelle, quand il y a eu le débat au Parlement européen sur l'intervention au Mali, où je me suis un peu énervé, j'ai dit, j'en ai marre de ce Parlement européen, en fait, qui dit, oui, il faut intervenir au Mali, parce que sinon, ça va être la catastrophe dans la région, et on dit aux Français, allez-y, et les autres pays disent, nous, on va envoyer les ambulances derrière pour vous protéger. J'ai dit, mais pourquoi la France et l'Allemagne n'ont pas été capables de proposer que la première intervention au Mali, ça soit le bataillon franco-allemand, qui est formé pour cela, pour intervenir. On n'ose pas. On n'ose pas. Les Allemands n'osent pas pour des raisons qu'on peut expliquer, et les Français ne veulent pas parce qu'ils veulent montrer, excusez-moi mon général, qu'ils sont vraiment capables tout seuls de faire tout et n'importe quoi. Mais ce n'est pas toujours vrai. Comme on l'a vu quand même en Syrie, on peut discuter de la nécessité de l'intervention en Syrie. Moi, j'étais plutôt pour défendre Benghazi, empêcher les... Qu'est-ce que j'ai dit, Benghazi en Libye, Benghazi, pas du tout la Syrie, hein, d'accord. Et au bout de 8 jours, les Français et les Anglais donc, sont intervenus. Que s'est-il passé au bout de 8 jours? Eh bien, ils ont dû demander aux Américains des munitions. Parce qu'il n'y avait plus de munitions. Donc, même là où les Français et les Anglais, pour moi, de bonnes raisons d'abord, sont intervenus, après ils ont mal fait, mais d'abord, eh bien, on n'était même pas à la hauteur. Donc, on s'imaginait capable, dans un moment crucial, d'intervenir alors qu'on ne l'était pas vraiment. Je ne parle pas de l'intervention en Syrie, où moi, je veux bien qu'on me dise qu'au moment sur les armes chimiques, c'est la France, l'Angleterre et les États-Unis. Oui, d'accord, c'est 3 avions français, 3 avions anglais, et l'intervention, c'est les Américains. Alors on me dit, mais symboliquement, on y était tous. C'est vrai. Mais réellement, imaginons qu'il y ait quelque chose comme la Libye, et dès le début, les Européens disent, on ne peut pas laisser Assad massacrer son peuple. Et donc de ne pas vouloir être obligé de demander aux Américains. Est-ce qu'on est capable, nous, dans un moment nécessaire, d'une intervention humanitaire? Je ne dis pas qu'il aurait fallu la faire, je dis, si on a cette réflexion, ben, on n'est pas capable. Donc, la souveraineté européenne, c'est la capacité aussi d'être à la hauteur des problèmes humanitaires stratégiques que nous avons ensemble. Et là, l'armée européenne, qui, dans une perspective d'une vingtaine d'années, est absolument une nécessité. Sinon, on ne peut pas parler de souveraineté européenne. Il y a un autre problème au niveau... Alors, la dégradation climatique, il est évident que l'Europe, c'est le minimum de la masse critique pour influencer justement la planète, dans la planète, tous les États à aller plus loin. Sinon, on va à la catastrophe climatique dans une vingtaine d'années. Sur la régulation de la mondialisation, tout le monde comprend bien que si on n'impose pas des règles à la mondialisation, eh bien c'est le tout et le n'importe quoi. Regardez un peu les GAFA, regardez ce que l'Europe essaye difficilement de réguler. Une régulation plus sociale et écologique de la mondialisation nécessite au moins la capacité d'intervention de l'Europe. Ce n'est pas la France toute seule, l'Allemagne toute seule, Andorre toute seule ou le Luxembourg tout seul qui y arriveront. Et troisièmement, quand je parle de force économique, dans 30 ans, plus aucun État membre de l'Union européenne sera dans le G7 ou dans le G8. On n'aura pas individuellement, ni la France, ni l'Allemagne, ni l'Italie évidemment, etc. Donc si nous voulons être partie prenante de la régulation du monde, ça ne sera que l'Union européenne ou personne. Donc en fait, ceux qui vous disent la souveraineté européenne met en danger la souveraineté nationale, c'est faux. C'est la souveraineté européenne qui protège la souveraineté nationale. Ce n'est que par la souveraineté européenne que vous défendez votre souveraineté nationale, et non pas l'inverse. Et ça va être un des débats
des prochaines élections européennes. Puis vous avez maintenant un nouveau problème qui montre la catastrophe un peu en Europe, qui est le problème des réfugiés et des migrants. Alors, moi je vous dis clairement, tous ceux qui reprochent à Mme Merkel d'avoir laissé entrer les migrants en 2015 se trompent. Je suis poli. Je pense autre chose, c'est pire que de se tromper. Pour la simple raison que 1938, mes parents sont déjà en France. Le président Roosevelt comprend que les Juifs d'Allemagne vont devoir quitter l'Allemagne. Il organise à Évian une conférence, la conférence d'Évian, sur comment répartir les 500 000 Juifs d'Allemagne dans les différents États. Vous savez, en une demi-journée, c'est réglé. Puis, il y a des diplomates qui commencent à dire... Il y avait 37 États. 37 États étaient représentés à la conférence d'Évian. Et des diplomates ont dit, oui, mais c'est plus compliqué. Il y a 2 millions de Juifs en Russie. Il y en a 1,5 million en Pologne. Il y a en Roumanie. Il y a en Hongrie. Bref, ils arrivent à 7,5 millions environ de Juifs. La conférence d'Évian, qu'est-ce qu'elle décide? On ne peut pas prendre tous les Juifs. Alors moi, je suis honnête. En 1938, on ne sait pas ce qui allait arriver. On ne pouvait pas anticiper la Shoah. Ça serait malhonnête de ma part. Mais ce que nous démontre... Alors les Anglais ont pris des quotas. Les Américains ont pris des quotas. Vous vous rappelez ce bateau qui est parti de Hambourg pour aller, qui n'a pas eu le droit d'accoster à New York, qui a été après jusqu'à la Havane et revenu à Hambourg. Ce que j'ai appris là, c'est que l'accueil de réfugiés, c'est la chose la plus difficile pour toutes les sociétés. Et les Juifs, ce n'était pas ce qu'on dit des musulmans aujourd'hui. Non. Et les Anglais disaient, plus de 200 000 Juifs, pour nous, c'est trop. Je me demande pourquoi c'est trop, mais c'était ce qu'ils disaient. Les Américains, avec l'Effie David, ils disent plus de, je ne sais plus quel chiffre, 300 000, ça suffit. Et donc, aujourd'hui, quand vous vous posez le problème des réfugiés, et Mme Merkel, venant de l'Allemagne de l'Est, qui en 2015 dit simplement « Moi, je viens de l'Allemagne de l'Est, et tant que je serai chancelière, il n'y aura jamais plus de barbelés aux frontières allemandes. » Mais c'est extraordinaire. On ne peut que l'approuver. Alors après qu'on me dise « Elle l'a mal fait, ça a été mal exécuté », c'est possible. Moi aussi, j'ai beaucoup de critiques. Mais dans un moment comme ça, incroyable, de cette arrivée massive de réfugiés qui étaient partis, par exemple, du Moyen-Orient et de ça. Pourquoi? Parce que dans les camps de réfugiés gérés par l'UNHCR, on avait réduit les rations parce que les États ne voulaient plus payer pour les réfugiés. Donc on réduit les rations. Et après, on s'étonne que les gens disent bon, « on se barre ». Et on va là où il y a des rations. Donc je veux dire, on provoque l'arrivée des réfugiés, on peut dire « Ah, c'est impossible, on ne va pas y arriver ». Donc on est pingre pour payer l'UNHCR et on est pingre pour ne pas les recevoir. Et ça, je trouve inadmissible. Je ne vais pas vous faire tout un truc sur les réfugiés, j'ai longtemps à dire. Moi, j'étais pendant 5 ans adjoint au maire de la ville de Francfort, responsable des réfugiés et des émigrés, une ville où il y a plus de 30% d'émigrés. Donc je sais de quoi je parle. Je connais les difficultés et je connais les choses les plus extraordinaires. Notre fils aîné s'est marié il y a 5-6 ans avec une Allemande d'origine maghrébine, d'origine marocaine, et le plus jeune de notre fils s'est marié avec une Allemande d'origine érythréenne. Donc je peux vous dire que je connais aussi ce que ça veut dire ces sociétés multiculturelles et ce que c'est extraordinaire de voir ces couples mixtes, mélangés. C'est une aventure extraordinaire. Donc, je mets ça de côté et je vous dis, aujourd'hui, pour l'Union européenne, la répartition par pays ne fonctionne pas. Donc, moi, j'ai fait une proposition que, en partie, le président de la République a repris, mais en partie, simplement, il faut encore se battre.
je suis pour une agence européenne des réfugiés. Cette agence européenne pour les réfugiés a un budget important. Et de ce budget, cette agence dit, et l'Europe décide, chaque ville, chaque département européen qui veulent accepter des réfugiés ou qui proposent d'accueillir des réfugiés, ils ont une aide financière, une aide pratique, et pour 2 € qu'on donnera pour les réfugiés, on donnera 1 € en plus pour le budget social de cette ville, de ce département. C'est-à-dire une incitation positive. Donc vous accueillez les réfugiés, on vous aide, et de plus, ça améliore votre situation dans votre ville et dans votre département. Ça, c'est une solution européenne qui obligerait un tout autre débat sur les réfugiés. Pour finir, vous voyez que l'idée d'une souveraineté européenne est absolument nécessaire. La démocratie européenne dépend, ou la démocratie chez nous, de notre capacité à construire cette souveraineté européenne. Et pour cela, si vous voulez, il faudra après reprendre l'idée de la Constitution européenne. Parce que vous ne pouvez pas définir une souveraineté politique sans un acte constitutionnel qui explique comment cette souveraineté peut et doit fonctionner démocratiquement en lien avec les souverainetés nationales. C'est-à-dire, moi, je défends l'idée des États-Unis d'Europe. Vous pouvez ça. Moi, je défends l'idée d'une république européenne fédérale où les États continueront à fonctionner et qu'il y aura une répartition des charges et des fonctionnements ces répartitions seront définies par la Constitution européenne. On peut me dire ce qu'on veut. Je sais que c'est difficile, mais si nous n'avons pas, à la fin du processus ou au milieu, je ne sais pas quand, cette Constitution européenne, cette souveraineté européenne sera démocratiquement toujours bancale. Et pour finir, je vais dire, on me dit oui, mais les Européens sont tellement différents, il y a de grandes différences. C'est vrai. Alors moi, j'ai une idée. Et cette idée, je l'ai eue en discutant avec des étudiantes et des étudiants Erasmus. Ils étaient 300 ou 400. Et on discutait sur pourquoi Erasmus, où ils étaient en Europe, etc. Puis tout d'un coup, je les vois comme ça, et je dis, mais je leur demande, il y en a combien qui vivent en couple mixte? Et sur ces 300-400, ils étaient plus de 30% à vivre franco-allemand ou franco-italien, enfin je ne sais pas, les différents. Et je me suis dit, imaginez que les chefs de gouvernement et le Parlement européen deviennent intelligents et qu'ils se disent, d'accord, Erasmus, c'est bien, mais on va faire Erasmus pour tous, c'est-à-dire pas seulement des étudiants, mais des apprentis, des jeunes ouvriers. Et on va dire, chaque année, 1,5 million de jeunes Européens vont pendant 1 an, avec des bourses, etc., pour que ça ne soit pas tous les mêmes classes sociales, vivre dans un autre, et travailler ou étudier dans un autre pays européen. 1,5 million, 30%, ça fait 500 000 couples mixtes. Et je vous donne l'exemple. Une jeune hollandaise, d'origine turque, c'est-à-dire il y a 30 ans, ses parents étaient arrivés à Amsterdam. Elle fait des études de droit à Amsterdam. Elle va passer Erasmus 1 an à Montpellier. À Montpellier, elle rencontre dans une discothèque, ça arrive, vous savez, les jeunes, c'est comme ça, hein. Elle rencontre dans une discothèque un jeune Français d'origine maghrébine, disons algérienne. Bon, ils se rencontrent dans une discothèque, ils ont des enfants. Ces enfants, ils sont quoi? Ils sont turcs? Ben non. Ils sont hollandais? Ben non. Ils sont français? Mais non. Ils sont algériens? Mais non. Ils sont européens. Donc chaque année, vous faites une révolution de la population européenne de 500 000 jeunes qui sont européens.
Et au bout de 20 ans, vous avez une autre réalité de la population européenne. Donc, faites Erasmus et non pas la guerre, et vous arriverez à avoir une vraie Europe. Je vous remercie.